Il est 23h à la 6ème nuit originale, et c'est l'heure d'accueillir quelqu'un qui a marqué l'histoire de la nuit originale, Maman Snoopy, Aude Goni-Goubert, pour parler des œuvres qui ont marqué votre vie. Vous avez participé, vous aussi. Il y avait plein d'histoires passionnantes. Notez bien. Pendant que les gens s'installent, je vais déjà vous dire bonsoir à tous, bonsoir la nuit originale. Je vais animer mon premier créneau en six éditions. Alors, 6 éditions de la nuit originale, ça va être la première fois que j'anime un créneau. Et pour ça, j'ai fait appel à plein de gens en privé qui m'ont répondu et qui ont répondu présents à mon invitation. Donc, je vous laisse vous installer. Ah non, c'est interdit puisque tu es dans mon créneau. Bah oui. Bah si, je t'ai dit oui. Je t'ai dit que tu venais dans mon créneau. Donc tu ne peux pas manger, tu ne mangeras pas. Bon. Très bien. Ouais. Alors, je vais également faire appel à des gens que j'ai notés. Il y a Aliénor. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Aliénor ? Aliénor. Et je vais expliquer tout ça. Attends, je regarde, je vérifie. Voilà, non. Si, mais il y a Lucien Men, mais qui va arriver. Et il y a Valentin Vincent qui arrive aussi. Alors voilà, avant de commencer mon créneau qui est sur les œuvres qui ont changé vos vies, si tu mets pas de casque, je pense que tu m'entendras pas. Un petit peu. Avant de commencer mon créneau, j'avais Nicolas Bernot qui voulait présenter l'association pour qu'il représente. Donc Nicolas Bernot, avant qu'on commence, voulait nous présenter cette association. Qu'en est-il ? Voilà, en gros, je suis le parrain d'une association qui vient de naître, qui s'appelle Sipsters, SIBSTERS. Le Twitter, c'est @SipstersAsso. Et en gros, c'est une association qui veut développer des initiatives pour parler des handicaps. Et leur credo, c'est la différence inspire, au lieu de diviser, au lieu de faire peur. Et donc, ils vont développer, il y a un événement inaugural le 19 mai, qui se déroulera, je vais le dire tout de suite, ça fait vraiment comme dans les émissions en direct. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Donc voilà, Sipster, donc déjà allez sur la page Facebook de Sipsters et sur le compte Twitter @SipstersAsso. Donc en gros, ils ont fait là deux vidéos pour expliquer un petit peu ce qu'ils entendaient par là. Ce qu'ils veulent, c'est parler avec humour, avec amour du handicap, sans en faire non plus quelque chose de très pathos et de très grave, et évidemment développer plein d'initiatives dans le sens de faire en sorte que tout simplement il y a des accès handicapés un petit peu partout, et de le faire avec amusement. Donc ils sollicitent plein de gens, ils ont besoin de dons puisqu'ils viennent de naître. Et donc le 19 mai, je vais dire exactement où. Pendant ce temps-là, je tiens à préciser, parce qu'on me demande sur Internet, ça n'a rien à voir avec les hipsters, qui ont une autre sorte de handicap, voilà. Mais ça n'a rien à voir. Attention. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas vrai, je vais pas le trouver, bordel. Ah non, c'est pas une blague, parce que tout le monde demande sur Internet si c'est une blague. Non, c'est vraiment pas une blague. Nicolas Bernot parfois parle sérieusement et s'engage, donc c'est joli. Je l'ai dit sur Twitter tout à l'heure. Voilà. Donc il y aura une soirée After Work Sipsters le jeudi 19 mai, donc de 18h à minuit. Allez sur la page Facebook pour avoir plus de détails sur l'événement, et venez, tout le monde est le bienvenu évidemment, pour venir voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Donc pour l'instant c'est petit, ils viennent de commencer, mais s'il y a des vidéastes, des auteurs, des gens qui veulent participer, qui veulent donner un petit peu de leur temps pour parler du handicap, voilà, cette association a été inspirée par la sœur d'une amie à eux qui est atteinte de la trisomie 21, qui souffrait un petit peu du fait d'être refusée à l'entrée des boîtes de nuit juste sur son faciès, parce que voilà, on sait peut-être pas assez, mais il y a oui, moi ça m'arrive voilà, il y a une souvent. ségrégation de faciès sur les handicapés. Et donc voilà, donc c'est des petits jeunes entre 23 et 26 ans qui viennent de monter donc cette association qui est toute fraîche, et qui m'ont fait le grand plaisir de me proposer d'être le parrain. Et voilà, donc je voulais en parler ce soir de manière un petit peu sommaire, et au fur et à mesure je vous donnerai plus d'informations dans les semaines qui viennent. Après le 19 mai, ils ont tout un tas d'initiatives qu'ils veulent mettre en place, et donc ils ont besoin de nous aussi déjà pour en parler, parce qu'ils n'ont pas une grosse communauté pour l'instant. Et c'est des petits jeunes vraiment avec plein d'idées, plein de cœur et plein d'envie. Donc voilà, donc @SipstersAsso. Et la page, pas à aller voir la page Facebook. La page Facebook Sipsters, et le 19 mai, donc l'Afterworks de 18h à minuit, où les personnes
de l'association vous expliqueront ça encore mieux que moi. Voilà. Merci et bravo Nicolas Bernot Non, pour ton engagement. Alors je démarre sur mon créneau et donc je voulais absolument parler des œuvres qui peuvent changer notre vie, qui peuvent changer nos comportements ou nos façons de penser de façon radicale. C'est-à-dire que je pense que l'art a aussi cette vocation-là de modifier quelque chose en nous, en tout cas de provoquer des choses. Et donc j'ai envoyé un petit message à plein de gens en disant est-ce que ça vous est arrivé? J'ai eu beaucoup de réponses. Donc on va d'abord faire un petit tour de table pour présenter les gens. On va commencer par Anne-Sophie Girard qui fait sa première nuit originale ce soir. Oui. Bienvenue Anne-Sophie, comédienne, auteure de talent, actuellement présentatrice de la grosse émission, qui a un écrit des bouquins. Vas-y, voilà. Je pourrais te présenter en temps sans sang, mais fais-le. Mais fais-le toi-même. Ben non, mais voilà. Non, trop mignon, tu plaisantes, je m'arrêterai là, c'est tout pour moi, bonsoir. Non, mais La femme parfaite est une connasse 1 et 2. 1 et 2. Voilà, avec une BD qui est en préparation. La première BD avec Margot Motin est sortie et c'est toujours Margot qui fait la deuxième BD, donc la BD de l'opus 2 de La femme parfaite est une connasse. Super, tu es aussi dans La petite histoire de France. Ouais, exactement, on tourne la saison 2 sur W9 produit par Jamel et puis voilà, la grosse émission et puis mon one man show point virgule et l'adaptation de mon livre au cinéma. Donc, oh là là, ça, le talent. Voilà. Le talent. Petite histoire de France avec David Salle, à qui on fait un gros coucou, qu'on aime beaucoup et avec qui on a joué plusieurs fois. À côté de toi, il y a Manon Bril. Salut. Bonjour Manon, présente-toi Manon. Salut, donc Manon Bril, moi j'ai une toute petite chaîne de vulgarisation de l'histoire qui démarre tout juste et qui s'appelle C'est une autre histoire. Voilà. Qui démarre tout juste parce que tu as combien de vidéos? Je sais pas, mais on a 30 000 abonnés. Ah, c'est petite chaîne. On a commencé en septembre. Voilà. Et tes sujets, par exemple, là que tu as... On touche pas mal à la mythologie, rapport à mes centres d'intérêt perso, tout simplement. C'est une autre histoire. L'idée, c'est d'essayer de faire l'histoire autrement. C'est une autre histoire, tout ça. Voilà, c'est tout. Et non, c'est pas tout parce que tu es thésarde. Oui, je suis doctorante dans la vie. Mais on dit pas tout, il faut dire les choses quand même. Je suis doctorante dans la vie et donc j'essaye de faire une thèse en même temps qu'une chaîne YouTube et c'est pas facile. Et vous pouvez aller voir sur internet, je pense en tapant Manon Bril, ta thèse en 180 Oui, en effet, secondes. Et tu peux aller écouter mon sujet en 3 minutes si tu as envie d'écouter ça. Et je remercie le Snoopictionnaire qui m'a pas mal aidé à te rencontrer. Oui, voilà. C'est vrai. Snoopictionnaire qui ont fait un travail d'abattage d'articles ces derniers jours pour présenter un peu tous les gens qui sont dans la nuit originale. Ouais. À côté de toi, nous avons Aliénor. Bonjour Aliénor. Salut. Présente-toi Aliénor. Alors moi je suis la graphiste illustratrice de mademoiselle.com. Okay. Donc voilà, je m'occupe de tout ce qui est de rendre les articles jolis. Voilà. Eh bien, on t'en remercie. Oui, et c'est réussi. Et c'est très réussi. À côté de toi, nous avons Laura Guilly. Alors Laura Guilly, vous la connaissez pas parce que vous la voyez pas de ce côté-là. Mais Laura Guilly fait toutes les photos extraordinaires avec son acolyte Louise. Fait toutes les photos extraordinaires qui nous laissent de magnifiques souvenirs pendant toutes les nuits originales. C'est une photographe de grand talent. Oui. Aussi spécialisée, elle a une passion pour les humoristes, on peut le dire. Oui, et que tu suis un peu partout. Beaucoup d'humoristes en France, en Suisse. Et je vous invite à aller voir ces photos qui sont incroyables. Est-ce que tu veux dire d'autres choses de toi? Du coup, j'ai rien à rajouter. Donc, merci Aude. Bon, voilà. Nicolas Bernot, comédien, auteur, on n'a plus besoin de le présenter. Voilà. Et voilà, on a Valentin Vincent qui a renoncé à dîner du coup. Oui, mais j'ai très faim. Oui, je t'ai tellement mis la pression. C'est vraiment regardé. Voilà. Pas. Non, pas du tout. Donc, Valentin Vincent, mais quelqu'un va lui apporter un petit sandwich. Je suis sûre que quelqu'un. Non, mais c'est pas grave, je vais me retenir. Une collation. Mourir sur cette table. Alors, Valentin Vincent, pareil, comédien, auteur, réalisateur. De talent. Non, tu vois. Si, mais j'ai rien à rajouter. J'aurais même pas dit comédien. Imitateur. Si. Regardez sa dernière vidéo avec Lionel Abelansky en duo sur Golden Moustache. La fin du monde. Et imitateur, évidemment. Il y a Lucien Men qui était là et qui est reparti. Et qui, oui. Ouais. Il est parti chercher à boire. Alors lui, tranquille, le gars, il est. Pas de reste. Alors, Lucien Men, tu te fais attendre. Donc, non, pas de publicité pour l'alcool. Et Lucien Men, dépêche-toi parce que je suis en train de meubler avec des phrases sans fin. Donc déjà cascadeur. Cascadeur, oui, je vais dire. Alors Lucien Men, comédien, auteur, notamment chez Golden Moustache, qui en ce moment, on peut le dire on a le droit. Vous avez dû voir son sketch qui s'appelle Le Décodeur sur Golden Moustache, qui est un sketch qui a eu beaucoup de succès avec des comédiens formidables. Je dis pas ça parce que je joue dedans. Et ce sketch a donné une série qui va être maintenant sur M6. Ouais, madame. Un programme d'humour. Voilà. Merci.
Voilà, qui se tourne en ce moment même. D'où mon arrivée tardive. Absolument. Et ma fatigue extrême de visage. C'est pas grave, tu es parfait. Voilà, alors tout de suite, je ne sais pas si quelqu'un veut absolument démarrer ce créneau avec une œuvre, mais je vais peut-être le lancer moi-même, alors dans ces cas-là, avec Valentin Vincent. Oula. Ouais, mais je vais tout te faire comme ça. Il a eu peur. Déjà que tu m'as obligé à venir alors que j'ai très faim. Et je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas effrayé. Mais parce que Valentin est un des aller manger. Valentin est un des premiers à m'avoir répondu et j'ai été surprise par sa réponse. J'ai été surprise par sa réponse puisque donc voilà, je rappelle que c'est vraiment quelque chose qui a modifié, en tout cas qui vous a permis de passer une étape dans votre vie et en l'occurrence Valentin c'était Kaamelott. Eh bien c'est vrai. Moi, j'ai cru qu'il allait dire Haute Gonigoubert, mais bon. Car c'est une œuvre. Non, oui, en fait, je te l'ai dit parce que je sais que. Rapproche-toi pour qu'on te voit à la caméra. Pardon. Non, c'est pas un secret. J'ai toujours été un grand fan de Kaamelott, mais comme beaucoup de gens, mais sauf que je voulais préciser que si j'aime beaucoup Kaamelott, c'est parce que vraiment ça a été une étape dans ma vie et ça a changé ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu travailler dans le cinéma. Je savais pas trop par quelle branche rentrer là-dedans. Et donc j'ai fait un peu de tout, j'ai fait du théâtre en me disant peut-être comédien, puis après je fais non, et après je voulais vraiment faire être monteur ou réalisateur. Et j'imaginais pas l'écriture en fait. J'ai toujours écrit, toujours raconté beaucoup d'histoires, mais j'imaginais pas ça comme un métier, comme quelque chose qui me passionnerait. Et un jour, mon frère, alors je parle beaucoup de ma famille, tout à l'heure c'était Damien, là je parle de Johan qui est mon autre frère, voilà. Et un jour on me dit, tiens, tu connais Kaamelott? Je fais, ouais, je sais pas, j'ai vu ça à la télé, ça me plaît pas trop, parce que je n'aimais pas ça. Il m'a dit, si, viens, on regarde. Et on a tout regardé. Les gens te forcent beaucoup, hein, j'ai c'est l'impression. ça. Et je lui ai dit, écoute, je dois aller manger, je vais mourir de faim. Il m'a dit, non. Donc souvent, ça change ma vie, ces étapes-là. C'est fou, hein. Tu regretteras Non, pas. et vraiment, donc je me suis vraiment marré. Et je me suis dit, j'aime beaucoup. Et donc, je me suis mis à écrire. À l'époque, j'étais au collège parce que je suis jeune. Et du coup, je faisais donc du c'était théâtre. Il y a 2 ans. C'est ça. Non, mais Kaamelott, ça a quand même 11 ans maintenant. Ouais. Et du coup, je me suis mis à écrire beaucoup, juste des dialogues pour moi. Donc, j'ai écrit énormément de petits dialogues à 2, à 3. Et je m'imaginais les faire au théâtre. Et donc, on les a pas fait. Mais du coup, je me suis mis vraiment à écrire. Et j'ai découvert le métier d'auteur que je soupçonnais pas. Et donc après, j'ai continué mes études de cinéma. J'ai continué de me dire, je vais faire monteur pour pouvoir avoir du travail. C'était vraiment la raison. Et j'ai rencontré Julien qui écrivait aussi. Et donc, j'ai retrouvé ce plaisir d'écrire. J'ai fait, Julien Josselin. Hein. Julien Josselin. Et j'ai fait, mais oui, c'est ça, c'est vrai que ça existe, ça. Et donc, je me suis remis et j'ai retrouvé des trucs que j'avais écrits. C'était ridicule, mais au moins, j'avais... Et donc, c'est pour ça que je t'ai dit que Kaamelott a plus ou moins changé ma vie, entre guillemets. C'est que c'est grâce à Kaamelott que je me suis mis à écrire et c'est mon métier aujourd'hui. Je vis ma vie Mais pourquoi principalement en étant Kaamelott plus auteur. que quelque chose d'autre? Parce que finalement, Je sais pas, il y a un truc. En fait, il y a une musicalité dans les dialogues qui m'a plus séduit. En fait, j'ai toujours voulu raconter des histoires. Donc, il y a plein de films qui m'ont inspiré pour raconter des histoires. Il y a des films de Miyazaki, des films de... je sais pas, il y a plein de films qui m'ont inspiré. Mais donc ça, je voulais raconter. Mais j'ai découvert autre chose, c'était le plaisir des dialogues en fait, et juste qu'on pouvait faire rire avec 3 personnages qui discutent autour d'une table. Et en tout cas, moi, ça me faisait beaucoup rire. Et donc je me suis dit, ça, j'ai... Et après, j'ai découvert que Blier le faisait aussi, que Audiard le faisait, et je pense que si je les avais découverts avant, c'est eux qui auraient changé ma vie. Il se trouve que je suis passé par Kaamelott pour passer par Audiard et par Blier. À la curiosité. Mais ça aurait pu être Blier, Audiard, Astier ou même. C'est eux qui ont inspiré Astier. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis. Oui, si ça se trouve, mais ça se retrouve... Astier a eu sa vie changée par Blier ou... Oui, sans doute, par Audiard, sans doute, oui. Mais c'est pour ça, moi, je suis passé par... c'est lui qui m'a fait découvrir ça, mais voilà. Mais en tout cas, tu le mets vraiment spécifiquement à cette vision de Kaamelott. Enfin, tu l'établis à partir de là, quoi. En fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire des scénettes de personnages qui discutent, en gros. Mais mine de rien, c'est ça qui m'a fait après plus ou moins rentrer dans Golden. C'est pour ça qu'on m'a demandé d'écrire des trucs. Et après, je m'en suis éloigné parce que du coup, j'avais ce défaut de faire du Kaamelott. Et du coup, je m'en suis... Oui, mais bon, voilà. on commence toujours par copier. C'est ça. Et du coup, on n'invente pas grand-chose, on s'inspire. Je pense m'en être éloigné aujourd'hui, mais c'est pour ça que ça a changé ma vie. C'est que du coup, effectivement, je faisais du Kaamelott, mais c'est ça qui m'a appris à rythmer un dialogue. Et je dis pas que je le fais bien, mais en tout cas, ça me plaît. Et moi, je le dis, je trouve que tu fais des très bons dialogues. Non, mais ça implique aussi un truc, c'est que souvent, on se dit, je ne vais pas faire cette chose-là parce que ça a déjà été fait. Et en fait, en le faisant, même si ça a déjà été fait, ça peut nous amener à une étape de travail. Et c'est surtout que je le faisais dans le privé. C'est pour ça, c'est que
En fait, je m'imaginais mais des trucs qui partaient de rien, de mecs qui discutent autour d'un verre d'eau, mais ça me faisait rire, et voilà. Et donc après, effectivement, quand ça a commencé à être mon métier, là, je vais éviter de mettre des gars qui parlent autour d'une table ronde. Je l'ai fait d'ailleurs en armure. Du coup, je l'ai mis dans l'espace en me disant ça va passer, et puis c'est pas passé. Mais voilà, je sais plus où j'en suis dans. Non, mais c'est. Mais voilà. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plein. Effectivement, je pense qu'on va faire un tour de table. Il y a plein d'œuvres qui m'ont influencé, qui ont influencé plein de gens. Mais j'avais envie de parler de ça parce que. On dit, même moi je disais ouais j'aime bien Kaamelott comme ça, mais je voulais préciser, en fait j'aime bien, pas parce que je trouve ça bien, effectivement c'est bien, il y a aussi, je trouve aussi qu'il y a des défauts, mais parce que réellement ça a changé, ça fait que je fais ce métier aujourd'hui en fait. Ça fait que je me suis dit tiens, écrire en fait c'est ce qui me plaît, et c'est grâce à ça que j'ai découvert ça. Alors, du coup, je pense qu'il y en a d'autres qui ont été influencés dans leur travail autour de la table. Ce que je voudrais après, c'est qu'on tire le sujet sur vraiment même changer un comportement, une façon de voir les choses autre que du travail. Quoi. Voilà, autre que du travail, et un truc qui a cassé les certitudes. Ouais. Parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, on est pétri de certitudes tout au long de notre vie, puis on passe notre temps à les déconstruire, et parfois, en fait, face à une œuvre, on fait mais j'avais rien compris avant ça. Voilà, ou alors j'avais compris mal. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. Mais est-ce qu'il y a peut-être des gens qui veulent réagir ? Je sais que Laura, toi, tu as été... alors ça, c'est chouette, et malheureusement, il n'est pas là pour l'entendre, mais d'ailleurs, on l'embrasse. Mais toi, c'est une vidéo de Raph Descraques. Exactement. C'est trop mignon. On l'embrasse, il est à New York actuellement. Il y en a qui ont de la chance. Non, alors oui, effectivement, c'est un mini... Je sais pas si on va appeler ça un court-métrage, mais en tout cas, un animé de Raph Descraques qui s'appelle Inspiration Night. Je crois qu'il l'a sorti il y a 4-5 ans. Moi, j'ai découvert ça il y a 3 ans, en même temps que ce que j'ai découvert YouTube, en fait. J'ai pas été élevée avec les films, les séries, etc. Ça n'a pas fait partie complète de mon éducation. Enfin, c'était pas au centre de ça. Et quand j'ai découvert ça, en fait, pour ceux qui connaissent pas, ce petit cours parle d'un personnage qui va se coucher et qui est entre l'éveil et le sommeil, et il y a cette idée qui arrive dans sa tête. Après, ce personnage meurt et va distribuer cette idée à quelqu'un d'autre. Ça peut paraître du spoil, mais il faut le voir, parce que réalisé par Raph, c'est quelque chose de très touchant et de très beau. Ah, moi, je ne connaissais pas cette vidéo avant que mais c'est ça qui est fou, c'est que moi, je ne connaissais pas avant que Laura m'en parle, et j'ai regardé, effectivement, déjà, c'est très étonnant par rapport au travail de Raphaël Descraques, de ce qu'on connaît, et c'est effectivement... Et toi, tu me disais que donc ça t'avait déculpabilisé aussi sur la page blanche, et sur parfois ne pas avoir d'inspiration, etc. Complètement, ça parle vraiment de cette période que je pense chaque créateur connaît, où on se retrouve dans une situation improbable, que ce soit quand on va dormir ou ailleurs, quand on est tout seul, à se demander j'ai pas d'inspiration, qu'est-ce que je fais, ou j'en ai, mais je sais pas comment la mettre sur papier. Et c'est vraiment un sentiment que moi je connaissais, mais j'avais pas de créateur autour de moi, enfin en tout cas pas que je connaissais. Et je me suis dit ok, je suis la seule à qui ça arrive, je suis vraiment bizarre, vraiment que je trouve un moyen de changer. Et en fait non, enfin quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit ok, je suis pas la seule. Et si j'ai des idées, s'il y a des choses qui tournent dans ma tête, c'est parce qu'il faut en faire quelque chose, il faut les réaliser, il faut les partager. Et moi, ça a vraiment changé ma vie sur cette base du partage, en fait. De se dire, ok, dans cette vidéo, il y a un petit mec qui meurt, mais il part pas avec ses idées, il se dit pas, ok, bah tant pis pour les autres, moi je me casse avec, j'ai pas eu le temps de les réaliser. Il va les donner ailleurs. Et je trouve que ça a vraiment changé ma perception des choses, de partager et de recevoir. Autant, ce qu'on réalise ne vient pas complètement de nous, mais des gens qu'on a pu avoir autour de nous, qui nous ont inspirés en nous parlant, ou carrément en nous donnant une idée complète, en fait. Et je pense que ça permet aussi de remettre les pieds sur terre à certains qui, en créant quelque chose, se disent « Ok, j'ai tout inventé ». Autant dans l'autre sens, de se dire que ce qu'on va dire à des gens, parler de nos vies, de choses qui nous sont arrivées, ou juste de nos visions des choses, peuvent changer et inspirer des gens, en fait. Donc, moi, je trouve que ça m'a vraiment apporté à me dire « Ok, tu as une légitimité dans ce que tu dis, dans ce que tu exprimes, fais-le et apprends des autres en même temps. » Et ouais, ça a vraiment changé ma vie de ce côté-là, quoi. Anso, parce je te vois écouter avec attention. Mais vraiment, mais ça me parle parce que tu disais tout à l'heure que des œuvres ont pu changer notre manière d'agir, notre manière de penser, mais il y a aussi ces œuvres qui nous ont confortés dans quelque chose. C'est-à-dire que d'un coup, tu rencontres quelqu'un, parce que pour moi c'est une rencontre,
tu rencontres quelqu'un qui va mettre des mots sur quelque chose que tu as toujours pensé, mais toi, tu es peut-être dans ton village, tu connais pas ces gens-là, ou tu es très jeune, ou de toute façon, tu es persuadé que tout ce que tu penses, c'est de la merde. Et d'un coup, quelqu'un va le dire à ta place. Et je trouve que c'est très, très important qu'on mette la place, enfin, qu'on donne la place à ces œuvres-là. Et d'un coup, on se dit, putain, mais oui, je le pense depuis toujours, je ne savais pas le dire. Toi, tu l'as dit avec des mots, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je pense et tout. Et c'est magique ce moment-là. Parce que ces gens-là, oui, ils ont une légitimité que tu n'as pas quand tu les découvres. Et putain, c'est une révélation. Ouais. Et puis souvent, on est élevé dans un certain milieu, un certain cadre avec les références qu'on nous donne. Et d'un coup, quand on découvre quelque chose qui sort de ce sentier-là et ça ouvre des portes incroyables vers plein d'autres choses. Aliénor. Alors, à proprement parler, moi, j'ai pas eu forcément d'épiphanie par rapport à une œuvre ou par rapport à... Le mot épiphanie. Oui, mot épiphanie. C'est vrai, putain, je voulais le placer en début. Désolée, je l'ai fait. Moi, c'était Hurluberlu, mais du coup, j'essaierai plus tard. Épiphanie. Oui, t'as eu la fève ou pas Alors, j'ai eu pendant très souvent, mais après, je l'ai plus. Alors non, j'ai pas eu d'illumination ou quoi que ce soit par rapport à certaines œuvres, mais j'ai eu quelques rencontres en fait qui m'ont vraiment fait, qui m'ont conforté déjà dans quelques choix par rapport à mon cursus et pas forcément par rapport à ce que je suis maintenant, mais faut savoir en fait que moi je sors d'une filière totalement d'art plastique, donc j'ai fait bac art plastique, j'ai fait une fac d'art plastique et maintenant j'en suis un peu loin, mais je garde toujours un peu ce background de l'art contemporain en général. Et en fait, moi, j'ai eu quelques œuvres comme ça qui m'ont un peu séché sur place, quoi. Mais comme quoi, par exemple? Alors, par exemple, en fait, à côté de chez moi, il y a le Centre des Arts, Enghien-les-Bains. Et en fait, on a eu une exposition de Pierrick Saurin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Pierrick Saurin est un artiste contemporain français, donc nantais. Je fais une toute petite parenthèse pour dire que mon but aussi à la fin de cette heure-là, c'est de, et je suis sûre que j'ai des gens formidables qui m'écoutent derrière Internet, qui vont m'aider à faire ça, se faire une petite médiathèque avec toutes les œuvres dont on aura parlé ou qu'on aura juste à peine évoqué, pour proposer aux gens d'aller voir plein de choses très différentes. Donc Kaamelott, la vidéo de Raph des Cracks, tu vois, et qu'on les liste. Donc je vais les noter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un petit carnet. Aujourd'hui j'ai été acheter un petit cahier avec un petit stylo pour il noter est ça. orange fluo, il est trop beau. D'ailleurs, on peut peut-être dire aux gens qui nous écoutent de marquer avec le hashtag ce qui les a marqués ou a changé. Absolument, n'hésitez pas. Voilà, j'en ai curieux qui me disent. Donc on veut savoir plein de trucs. Il y en a qui mettent Pierrick Saurin avec des cœurs, mais il y en a qui mettent 12 hommes en colère, Fight Club. Il y a quelqu'un qui voulait me parler de Fight Club. Voilà. 12 hommes en colère, c'est le film préféré d'Adrien Méniel. Ah bah voilà. Il y a plein de gens qui finalement, en fait, je ne savais pas si ça allait inspirer ce sujet. Et en fait, on se rend compte que, et ce qui me plaît aussi dans le choix que j'ai fait en fait de tous les mails que j'ai reçus de vous, c'est qu'il y avait aussi bien de la série que de la sculpture, que du film, que de l'œuvre picturale, que de la musique. Donc voilà, c'était pour brasser un peu tout. Donc continue, je vais noter un petit peu en même temps. Voilà. Donc Pierrick Saurin, c'est un artiste en fait qui propose des œuvres multi-supports, on va dire, enfin différents supports. Donc l'art plastique n'est pas cantonné à un seul support ou quoi que ce soit. Donc il y a autant de la vidéo que de la photo. Multimédia, on peut dire multimédia pas? On peut dire multimédia, on peut le dire de façon légitime. Il me fait rire. Très bon public. Mais voilà, j'ai eu cette première rencontre. En fait, j'étais en seconde, je crois, et vraiment cette rencontre avec justement, premièrement avec un lieu d'art contemporain qui n'est pas forcément un lieu que je fréquentais avant, de par mon éducation, de par voilà, simplement, j'ai pas eu d'acquaintance avec tout ça auparavant. Acquaintance. Aucune blague sur de. On pourra faire un vocabulaire, un lexique à la fin aussi. En même temps, je regarde tous les gens là. Déjà, les gens se lâchent en disant tous les trucs, et il y a beaucoup de choses qui se se retrouvent et qui vont se retrouver chez vous. Donc je ferai un best-of. Chez nous, carrément chez nous, quoi. Chez vous, dans le salon. Voilà. Trop bien. Et donc en fait, à partir de cet artiste et à partir de cette rencontre, notamment avec le lieu artistique en soi, c'est ce qui m'a aussi poussée justement à continuer dans cette voie artistique-là. De me dire, ah ouais, donc en fait, il y a plein de choses qui existent, il y a plein de moyens de création, et clairement, faut y aller. Clairement, faut y aller, faut être curieux, faut aller fouiner, faut aller ouvrir toutes les portes. Et de par Pierrick Saurin, en fait, justement, tout l'art contemporain s'est ouvert à moi.
Et donc après, j'ai eu plusieurs rencontres comme ça qui m'ont marqué, notamment Philippe Découfflé, avec toutes ces œuvres dansées. J'ai eu la chance de voir Octopus au Palais de Chaillot. Alors premièrement, c'est un lieu qui est magnifique et qui clairement, même maintenant encore, j'ai pas assez de mots pour décrire à quel point vraiment ça t'a ému d'aller dans ce lieu-là. Évidemment, ce que tu dis aussi là, c'est qu'une œuvre t'a amené à voir une autre œuvre. Bien sûr. C'est ça en fait. C'est que en fait, une œuvre, c'est une porte d'entrée. Faut pas se cantonner à une seule chose. Et clairement, faut être vraiment curieux et avoir cette démarche de se dire ah ouais, donc j'ai découvert ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient éventuellement m'intéresser là-dedans ? Évidemment, il y a plein de choses qui peuvent émouvoir, qui peuvent intéresser, qui peuvent faire rire, il y a énormément de choses. Et par exemple, le monde de la danse contemporaine, c'est quelque chose que tout le monde a déjà vu un soir de cuite sur Arte. On s'est déjà tous posé dans Arte, on s'est dit qu'est-ce que c'est ce bordel ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Et clairement, pour le coup, Lucien, c'est vraiment pas une porte d'entrée. C'est une muraille. Une muraille qui te dit tu comprendras pas. Non, tu comprendras jamais. Et clairement, Octopus de Découfflé à Chaillot, une claque monumentale. Et clairement, j'ai eu la chance de voir d'autres choses qui étaient... voilà, moi je suis quand même assez jeune. Et puis il y a plein de choses aussi qui sont antérieures à tout ce que j'ai pu connaître et tout ce que j'ai pu découvrir avant. Et justement, en fait, de découvrir qu'il y a tout un monde de création derrière moi, ça n'offre qu'un panorama illimité de découvrir de nouvelles œuvres. Et pour ça, en fait, je crève de curiosité par rapport à tout ça. Enfin, c'est vraiment... un foisonnement. Je pense aussi qu'on découvre un artiste et on se rend compte. Souvent, on a l'impression que c'est très obscur, etc. Et en fait, on découvre une autre communauté qui va avec aussi. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles. Là, si je les cite, ça va parler à peu de gens. Et en fait, ces spectacles sont toujours pleins. On voit un Philippe Cobert, par exemple, qui est un monstre sacré, qui fait des 24 heures de spectacle seul en scène avec pas de décor, une cape et un tapis. Et les salles sont pleines depuis 30 ans, pleines, archi pleines. Alors après, nous, ça va nous paraître évident, sauf qu'en fait, tu dis ça, je pense que c'est vraiment 90% des gens ne savent pas qui c'est. Je pense à James Tiré aussi, dans les arts du cirque, qui a entre guillemets vulgarisé pas vulgarisé justement, qui a popularisé. Et encore, non, parce que l'art du cirque est populaire. Et encore, on l'a vu dans Chocolat il n'y a pas longtemps. On l'a vu dans Chocolat il n'y a pas longtemps, donc là, d'un coup, les gens découvrent, tiens, qui est ce type avec une corporalité étonnante. En fait, il a redonné une dimension un peu plus noble, un petit peu plus... intellectuel aux arts du cirque. Voilà. Mais ça, c'est fou. Je pense que c'est des claques énormes quand tu vois James Tiré sur scène, donc que vous avez pu découvrir dans Chocolat, mais quand on le voit sur scène, on se dit ok, donc ça, c'est possible. Et je pense que c'est ça aussi qui fait naître chez nous des vrais changements, c'est se dire mais ce monde, c'est comme pour moi, c'est comme avoir une nouvelle couleur. C'est-à-dire qu'il y a le bleu, le rouge, et quand vous essayez de penser qu'il y a peut-être une autre couleur. Le flash. Tu vois, mais il n'y a pas d'autre. Tu peux pas imaginer une autre couleur parce que ça n'existe pas parce que tu ne l'as pas dans ton cerveau. La 8e couleur, c'est Pratchett. C'est la couleur de la magie. Voilà, tu peux pas inventer une nouvelle couleur. Et pour moi, en fait, d'un coup, on t'apporte une nouvelle couleur. L'octarine, voilà. Merci Boulet, c'est l'octarine. Ce que tu dis sur la notion de porte et tout, effectivement, pour Cobert, à travers ce qu'il raconte, ça fait rire. Et puis d'un seul coup, on se dit, ah d'accord, c'est un acteur de Mouchkine, Tête du Soleil. Du coup, on se penche et on commence à regarder et on rentre dans un tunnel comme ça d'œuvres, une arborescence. Pour ça, on ne dira jamais assez, soyez curieux. Et alors, Lucien, par exemple, à l'inverse aussi, toi, c'est Fight Club pour le coup. À l'inverse. Très belle référence. À l'inverse d'un truc de théâtre ou d'un truc. Oui. Bah, en fait, moi, quand j'ai lu l'intitulé de ton thème, j'ai tout de suite pensé à l'œuvre qui m'a retourné ma vie en fait entière. En fait, c'est pas juste qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Non, moi, ça a retourné ma façon de concevoir ma vie en fait. Qu'en pense ton ami imaginaire du coup Non, mais tu sais que c'est une frustration pour moi de jamais avoir réussi à avoir un ami imaginaire. À une époque, je lisais Kerouac. Et il y a une histoire d'amis imaginaire dans un de ses bouquins qui est génial, qui s'appelle Les Clochards Célestes. Je vous invite à le lire. Et il a un ami imaginaire et je me suis dit c'est trop stylé, moi aussi je veux en avoir un, je suis un artiste et tout, je suis trop un clochard céleste et j'ai jamais réussi à lui donner vraiment vie à ce putain d'ami imaginaire. Donc voilà, c'est terminé là-dessus. Fight Club, oui, j'ai grandi en étant un adolescent un peu triste et peu sûr de lui. Et j'en avais parlé déjà dans le podcast avec Mimi et Nico qui est à côté de moi. Et voilà, je passais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à me trouver nul et à trouver que j'allais échouer dans tout. Et voilà, un peu de manière
comment dire, c'est très adolescent, mais de manière finalement assez narcissique, en prêchant le faux pour avoir le vrai, genre non mais je sais très bien que je suis laid. Non, donc personne ne me contredit. Ok, nickel. Voilà, donc c'était un peu ma façon de voilà, et du coup j'engrangeais beaucoup de sentiments négatifs et de nuls sur moi-même, et donc je n'attirais que du négatif tout le temps. Et Fight Club m'a tellement giflé la gueule, et pourtant c'est pas du tout le thème du film, hein. Au contraire, c'est plutôt va côtoyer la mort pour te sentir vivre, le thème de Fight Club, mais ça m'a tellement giflé que je me suis dit... Mais qu'est-ce qui t'a giflé, le jeu, la réalisation, l'image subliminale de absolument cul. L'image subliminale de cul. Ouais, évidemment. aussi les bonnes tubs T'as vu, j'ai souri comme si j'avais vu Fight Club. Ah oui, elle a pas vu Fight Club. Ah oui, mais putain, je t'ai déjà dit. Tub. Aude, je te l'ai déjà dit 10 fois. Hein, faut vraiment que tu vois ce film. Non, en fait, ce qui m'a, c'est tout. En fait, j'ai d'abord été séduit par le personnage de Tyler Durden, joué par Brad Pitt, qui est l'incarnation du cool et du, en plus intelligent et en plus sexy et en plus badass. Ouais. Il est tout. Et c'est d'ailleurs son rôle, en fait, c'est d'être le mec idéal qu'on se fantasme tous. Et je me suis dit, en fait, voilà, voilà, j'ai envie de devenir ça. Et après, parce que je le regardais quand même tous les soirs en rentrant chez moi, parfois 2 fois d'affilée, pendant des mois. Voilà, vraiment pendant des mois. Et parfois, je regardais 2 fois d'affilée, puis une 3e fois avec les commentaires audio de Fincher Pitt et Norton. Au cas où. Voilà. Donc, en sécu. Je pense que j'ai dû le voir. Je l'ai vu moins que Star Wars, mais j'ai quand même vu une bonne 50aine de fois. Mais du coup, tu disais par rapport je raccroche par rapport au fait que tu disais que tu étais un adolescent plutôt triste, plutôt etc. Mais donc peut-être parce que t'avais qu'un film aussi. Mais du coup, est-ce que ça a modifié ça de ton comportement, du coup ton négativisme s'est modifié par ça pas tout de suite comme ça. Mais en fait, j'ai réalisé que si je continuais... Et non pas ton négationnisme, ce qui n'a rien à voir. Non. Ça, tu l'as toujours, en plus, du coup. Ouais, vraiment, absolument. Vraiment, ça n'a jamais existé. Ah, mais pourquoi tu me fais dire des choses comme ça? J'engraine sur tes blagues. C'est comme ton livre... non, oui, alors oui, ça... Mein Kampf, qui a eu la vie changée par Mein Kampf? Attention. Beaucoup de gens, ça a changé la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, ouais, malheureusement. Donc, pour revenir à ta question, oui, ça a vraiment fait évoluer parce que j'ai réalisé à ce moment-là que en fait, j'allais foirer ma vie. Et le personnage principal, donc joué par Edward Norton, qui n'a pas de prénom, qui n'a pas de nom, foire sa life et complètement englué dans une espèce de déprime moderne et très actuelle de je zappe et je vais chez Ikea et j'arrive plus à dormir et je suis nul et toutes les journées sont des photocopies de photocopies. Ouais. Et il y a des bonheurs d'expression, c'est vraiment parfait cette œuvre. Le livre est très bien aussi. Et je me suis rendu compte que j'étais lui en fait. Et je voulais être le mec trop stylé, Tyler Durden, et j'étais en fait Edward Norton. Et je me suis dit, viens, j'arrête. Et j'arrête de m'auto-saboter et de me trouver nul sans arrêt. Et je vais me dire, finalement, je suis pas si dégueu. Je suis ok, si je fais un peu d'abdos, ça va se voir. Et si je me dis, je suis cool. Enfin, au-delà du physique, c'est aussi dans la tête. Oui, c'est aussi. Et si je projette un tout petit peu plus d'assurance et un tout petit peu plus de confiance en moi, les gens vont voir que je suis un mec intéressant à côtoyer en fait. Aujourd'hui, t'as ta petite série qui se tourne. Tout ça grâce à Brad Pitt. Et tu à vends des Fincher savons, et à Palahniuk. Tu vends des savons aussi depuis. Ouais, je vends des savons en graisse de femmes. Alors, il y a plein de gens qui... Alors, c'est marrant parce qu'il y a des choses qui reviennent dans les commentaires des gens. Je vais les virgules. Voilà. Non, il y a Botero qui revient souvent. C'est étonnant. Botero, bien sûr. Moi, Botero aussi, ça a été une vraie découverte. Moi, j'aime pas trop. Mais après l'avantage aussi, quand on... aimer ou pas aimer n'est pas la question, oui, c'est vraiment sûr, que ça provoque quelque chose en soi. Mais Shining revient vachement souvent. Ah, putain, et je sais que Manon voulait en parler. Donc je te laisse. Une transition. Je dis juste, il y a 2001, l'Odyssée d'espace. Kubrick, quoi. Il y a, Puis un Botero, ça change la vie de beaucoup de jardiniers. Voilà, je l'avais en tête depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Non. Il y a aussi
Joy Division qui est venu et ça c'est Ah oui. et ça pour le coup. C'est il y a quand même- l'association des dépressifs du. Ouais, mais Joy Division, il y a quand même un gros courant, le courant gothique, enfin vraiment qui part des souffrances du jeune Werther de Goethe jusqu'à Joy gothique, Division. Enfin, tu vois. Attention. C'est Alors- pas exactement ça, Ouais. gothique. Alors les romantiques. Les romantiques. C'est les romantiques. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça, je pense que effectivement, c'est revenu souvent Joy Division. Mais alors, tu voulais nous parler de Shining, toi, Manon. Oui, Entre autres, parce que ça m'intéresse Ouais. aussi que tu parles du baiser de Klimt. Ok, Ah mais ouais. alors, c'était peut-être un peu. Parce que quand on en a parlé ensemble sur Facebook, tu me disais non, un truc qui t'a transformé et pas juste énormément touché. Le baiser de Klimt, je pense, ça m'a énormément touché, mais pas forcément. J'ai pas forcément embrassé les gens différemment après. D'accord, ok. Mais En les entourant de. Mais est-ce que tu t'étais dit que une c'était cape l'image dorée. Et en se absolue de cassant la l'amour? nuque. grave. Voilà. Par contre, Moi, c'était je- trop ouais. beau et c'est beau à voir en vrai parce que c'est des feuilles d'or plaquées, c'est autre chose qu'une photo et c'est très grand. Et C'était magnifique. Bref. Et du coup, The Shining, ouais, en fait, c'est alors donc on parle de sa vie, hein, c'est ça. Oui. Du coup, moi gamine, j'étais du genre très très angoissée, c'est toujours le cas. Très bien, mais on est tous des dépressifs, Voilà. c'est formidable, c'est vraiment la meilleure heure Oh, de bah, ma vie. on est des êtres humains au final. hein. Je vais aller me pendre. C'est le créneau. Et du coup, j'ai passé l'adolescence à pas m'endormir le soir parce qu'un jour fallait mourir, ou les Ah autres oui. allaient mourir, etc. Mm. Et du J'ai coup, ma carte au club. tout ce qui était mort et trucs glauques et compagnie, ça m'angoissait au taquet. Et pendant des années, les films d'horreur ou les thrillers, les trucs comme ça, c'était pas possible. Et ça fait quelques années, du coup, que mon copain m'a dit mais si, tu vas voir, c'est trop bien comme émotion aussi d'avoir peur ou de nana. Alors que moi, vraiment, c'était un gros blocage par rapport à ces trucs. D'angoisse de jeunesse et tout. Et du coup, on a commencé en regardant Shining, et c'est vrai que le film m'a retourné, je pense comme beaucoup de gens et tout, donc de Kubrick. Et alors, j'étais assez fascinée par les trucs de folie humaine ou des trucs comme ça, donc c'était une bonne entrée pour rentrer dans un film d'horreur. On peut dire que c'est un film d'horreur. Ouais. Oui. Bon. D'épouvante. Un thriller d'épouvante, de on est nul en film de genre. Fantastique. C'est un film fantastique. Que des gens nuls en film de genre. Bon, ça peut faire peur si on est un peu novice comme moi, en tout cas au début. Et du coup, c'est vrai que ça m'a énormément touchée. Et après, en fait, alors non seulement, du coup, on s'est mis à regarder des films d'horreur, des films d'épouvante et des films, des thrillers et ce qu'on veut. Et petit à petit, c'est vraiment un nouveau monde qui s'est ouvert juste pour les goûts tout court. Donc maintenant, on les dévore et même c'est chiant parce que du coup, t'as plus peur au bout d'un moment, il t'en faut toujours plus pour... D'autant que c'est vaste. C'est très vaste, ouais, c'est très vaste. Et du coup, je me suis mis à bouquiner des livres comme ça aussi et à prendre un peu autrement ce truc de l'angoisse, de la mort ou du morbide, etc. Donc c'est juste un peu plus profond que... Parce qu'on en avait parlé ensemble de juste... je me suis mise à regarder un autre genre de film. Et c'est vrai que... c'est pas que maintenant je vis bien la mort, c'est pas ça. Ça t'a donné un recul. Voilà, et voilà, c'est des trucs. C'est juste en fait, parlons-en et jouons avec. Et c'est cool d'avoir des émotions de ce genre et de les exorciser un peu de cette façon-là. Et je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de regarder ces films-là, puisqu'avant j'en avais pas envie. Mais en ce sens-là, perso, moi ça m'a fait vraiment du bien de. Ah ouais, en fait, ça fait partie de la vie. Et bon, voilà, c'est un peu plat et banal. Non, mais c'était juste ça. Mais vis-à-vis de la mort, en fait. C'est vraiment ouais, c'était ça, voilà. C'est des trucs en particulier, les films de fantômes et de trucs comme ça. D'esprits qui pop comme ça, c'est vrai que ça me faisait et assez genre bader. même Sixième Sens qui est pas vraiment. Je l'ai pas vu, mais je l'ai pas vu parce qu'on m'a raconté la fin. Voilà, qui perd un peu de son. Non, mais d'ailleurs, je l'ai pas vu parce qu'à l'époque, je disais non, mais je verrai jamais ce genre de film. Tu peux me dire la fin, je m'en fous. Ce qui est dommage. Voilà, je ne dirai pas la fin pour ceux qui l'ont pas vu. Parce que c'est le film le plus spoilé du monde. Ouais, c'est ça. Non, mais ce qui est sûr aussi, c'est que ça permet de se dire qu'il faut pas s'arrêter à se dire. Enfin, et on le fait tous. Moi, la première à dire ça m'emmerde, des trucs comme ça, je les regarde pas. Moi, je n'ai jamais vu un film d'horreur de ma vie parce que je m'en sens incapable et voilà. Et je pars jamais, impossible. C'est-à-dire que je suis bien d'accord là-dessus. Le truc le plus violent que j'ai vu, c'est l'ours. Ça m'a Ça a l'air d'être le seul film que tu as vu en fait. C'est le seul film que j'ai vu. Mais c'est c'est assez violent. traumatisant déjà. Donc non, mais effectivement, il ne faut pas s'arrêter à ce truc-là. Très longtemps. C'est notre émotion à extérioriser de cette façon-là aussi en fait. Mais c'est pas obligé. Mais pendant très longtemps, j'ai dit. Et alors là, je vais tomber dessus par tous les gens de cette pièce. Mais pendant longtemps, je disais, mais pourquoi vous lisez de la BD? Vous êtes des adultes. Ah là là. Non mais vraiment, j'ai dit ça longtemps. Je me disais, mais c'est une éducation ça aussi. C'est parce que probablement ta famille a dit, oh la BD c'est Astérix. Après, je pense une question. C'est-à-dire à 4-5 ans, quand on te file, tu vois, les Trois Mousquetaires et Alexandre Dumas, et on te dit ça au lieu de lire une BD, pauvre conne, voilà. Ouais, c'est une éducation. C'est une question. Tiens, Vlad, deux tickets de rationnement, va donc nous prendre du pain. Va donc nous prendre du pain. Mais effectivement, il faut pas s'arrêter. Et alors.
pour le coup, c'est pas du tout ce dont moi j'aurais parlé pour les œuvres, mais effectivement, la nuit originale, moi, m'a permis d'ouvrir tout un monde, puisque j'ai découvert la BD par la nuit originale. Vraiment, c'est-à-dire que en achetant Axolot, en achetant Marion Montaigne, en achetant d'un coup, et puis je me suis surprise Boulet, à... il est dans la salle, il est dans la salle. Boulet. Il est dans la pièce. Mais alors si je me mets à citer tous les gens qui sont en train de me regarder, c'est vraiment très très flippant. N'oubliez pas que je suis prosopagnosique. Les gens ne reconnaissent pas tous les... Écoute, 10 boulets là, tu vois bien qu'il y a une tension qui s'installe. Tu l'énerves. Typiquement, j'ai découvert aussi un... Mais dis son nom, bordel. Regarde-moi. Boulet. En fait, je pense que... Et parce que là, je rebondis aussi sur des gens qui disent que les gens d'Internet, en fait, te permettent de découvrir d'autres gens de l'Internet. Et je pense qu'on est vraiment au cœur de ça dans la nuit originale. C'est vrai qu'au début, on a démarré, on était une vingtaine. Aujourd'hui, on est 70 en turnover jusqu'à 9h du matin. Et on découvre tous les jours, on découvre là, Manon qui a cette chaîne d'histoire. Moi, jamais de ma vie... Toi, à l'époque, c'était quoi? Mistinguette, Maurice Chevalier. Voilà, moi, c'était Aristide Bruand. Chanteur réaliste. Deux, trois chansonniers. Non, mais Bruce, par exemple, des chaînes scientifiques, des choses qui peuvent s'ouvrir à nous alors qu'on n'avait pas du tout ni l'intérêt ni la pensée que ça pouvait exister. Donc je pense que grâce aussi à Internet, on est vachement là-dedans et on a une connaissance plus rapide et plus prolixe. Je trouve que c'est un point commun avec quasiment tous les courants artistiques en fait. C'est que genre tu commences à écouter Nirvana au collège et après tu dis mais pourquoi Nirvana ça sonne comme ça? Ah mais c'est parce qu'ils ont écouté ça et ça et ça. Je prends l'exemple que je connais bien, mais c'est vrai de tous les styles musicaux. Et du coup, enfin c'est une des beautés de l'art, c'est que tu prends une œuvre qui va te toucher comme ça et elle va t'amener à d'autres trucs et parfois d'autres trucs qui sont pas aussi accessibles aussi. Parce que si tu commences par des trucs compliqués, ça peut te dégoûter, tu trouves ça un peu agressif dans la gueule. Tandis que si tu commences avec du pop, c'est aussi la beauté de la pop, c'est que tu commences avec ça va, ça coule tranquillement et au fur et à mesure tu te dis mais ça m'amène à ça. Et à la fin t'écoutes Dream Theater alors que c'est chiant à la base. Je connais pas. Il y a aussi ce truc sur le vecteur populaire, notamment moi là tu parlais de musique justement, Nirvana, Vecteur. Moi je sais que j'avais été marqué par Apocalypse Now et par la première scène avec les hélicoptères et The End de Jim Morrison. Et je suis venu plus tard en fait à Jim Morrison et aux Doors. Et d'un seul coup je fais mais je connaissais depuis toujours en fait, sans m'en rendre compte. Et là c'est aussi une révélation de se dire mais on fait partie de cette culture en permanence sans se rendre compte, sans s'y pencher. Et ça nous construit même parfois sans s'y intéresser plus que ça. Mais par contre, le jour où juste on ouvre une petite languette, métaphore est pas ouf, mais mais le mot languette... Parce que j'ai eu le flambi là, d'un coup on a Moi aussi j'ai eu le flambi. Et qu'on démoule sa culture au caramel... J'ai envie de chialer. Et qu'on la gobe d'un coup et qu'on met ça sur Internet. Non, mais vraiment, il y a ce truc, effectivement, c'est un peu pointu. Enfin, Jim Morrison, c'est de la poésie, il est très inspiré de Brecht, de plein d'auteurs comme ça. Et en plongeant dans Jim Morrison, dans ce que c'est que être un poète de génie, mort jeune, ce que c'est que le mythe, la légende, etc. Dionysos. Et voilà, exactement. Un thème. Non, et de rentrer là-dedans. Je parle pas du groupe. Et de rentrer là-dedans, c'est... j'ai perdu la... Ah bah tiens, c'est une très bonne transition, parce qu'il y a quelqu'un qui me parle de livre dont tu voulais me parler, toi Nicolas, 1984 d'Orwell. 1984 d'Orwell, ça rejoint ce que tu disais, Anne-Sophie. C'est d'un seul coup de savoir que ce mec a écrit en 1948 une société qui se passerait en 1984. Alors après, quand on lit un peu la vie du mec, on se dit, ok, d'accord, le mec avait eu 100 000 vies. Il a été soldat pour l'Empire anglais, il a été voleur, il a été vagabond. Dans le temps en plus. Donc non, mais il a été vagabond. C'est fou en fait ce qu'il a brassé comme vie différente, George Orwell. Et il a brassé. Là, ça réagit beaucoup sur 1984. Bien sûr. Et il a brassé deux guerres mondiales. C'est les plus grands traumatismes de notre civilisation récente. Et en 48, pour moi, c'est comme s'il écrivait une prophétie en fait, de dire voilà. Moi, voilà ce que je pense, voilà ce qui existe déjà, ce qui a existé, ce qui existera sûrement. Et ça, c'est très, très déstabilisant en fait comme livre, parce qu'on se dit mais en fait il avait raison, il avait tristement raison. Il connaissait la télé-réalité avant même que ça existe, il connaissait tout quoi. Il avait tout vu. Et en fait c'est très intéressant. Moi je suis assez passionné d'histoire.
de voir vraiment que dans les documents ou dans ce qui s'est passé avant, on a déjà les clés effectivement de notre présent et de notre futur. Et 1984, ça a été aussi en termes de fiction, de narration, avant même que je sache si j'allais écrire un jour, je me suis dit c'est incroyable en fait de décrire un monde aussi riche, aussi moderne et à la fois proche de son époque, puisque voilà, l'Apocalypse, il l'a vu lui en vrai en fait. Et 1984, ça me hante encore en fait, ça me marque encore. Je vois des échos à ce livre en permanence. Je vois les inspirations des gens. Parce que le film Brésil est aussi un pilier pour moi. Il y en a plein d'autres. Et du coup, je vois à quel point cette œuvre a fait écho et a révélé soit des vocations, soit a changé la vision du monde. Mais d'ailleurs, l'anticipation, c'est ça qui est amusant aussi, c'est que d'un coup, on a beaucoup de films ou de livres d'anticipation et il y a des gens qui se mettent à travailler dessus, enfin, je veux dire, pour créer l'overboard, etc. Ouais. Si il n'avait pas été inventé dans un film, je pense pas que les gens se seraient penchés à dire on va essayer de trouver un moyen de faire une planche qui vole. C'est ce que je trouve génial dans la science-fiction, c'est-à-dire dans sa définition première, c'est-à-dire quelque chose qui scientifiquement n'existe pas encore, mais qui pourrait exister. Et ça, c'est génial, justement, l'histoire de l'overboard, quand d'un seul coup, on se dit, mais putain, c'est pas si con, il faudrait se pencher dessus, en fait, et essayer de le faire. Après, l'anticipation... c'est un peu con, l'overboard, hein, ça sert pas oui, non, mais ça, j'ai pris le premier exemple, mais c'est vrai qu'en termes de création et de créativité... Je suis plus fan d'anticipation que de science-fiction, justement, parce que je trouve que l'anticipation s'inscrit dans notre société et essaye de se dire, voilà, la société, elle a tels ingrédients néfastes ou au contraire positifs aujourd'hui. Si on les étire un petit peu dans le temps ou dans l'avenir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui transpire de ça, voilà. Et moi, j'avoue, ça m'intéresse un petit peu plus intellectuellement que de savoir si on aura des voitures qui volent ou si on fera du skate, même si c'est génial, hein, moi, je trouve ça super, mais je trouve ça intéressant en fait de voir quelle société on est en train de se promettre ou de construire avec déjà les ingrédients qu'on a aujourd'hui. T'as l'anticipation et il y a aussi effectivement, ça rebondit sur ce que tu disais avant, le fait qu'on a une culture, il y a beaucoup de gens qui se sentent pas légitimes et qui disent toujours non mais moi je connais rien ou moi je sais pas, non moi j'ai pas de culture, etc. Et en fait c'est faux parce que c'est tellement ancré qu'à un moment donné on tombe sur quelque chose qu'on reconnaît, en fait qu'on connaît intrinsèquement et qu'on reconnaît. Justement par rapport à ce que tu dis, je rebondis aussi sur ce que disait Lucien et Nico tout à l'heure, le fait de chercher l'arborescence en fait de tout ce qu'on connaît. Arborescence. Putain, 4 syllabes à chaque fois, un minimum 4 syllabes. Écoutez, je l'avais dit arborescence, je suis désolé, je l'avais dit. Il avait dit vecteur culturel. J'ai dit multimédia aussi. Non mais en fait le fait de rechercher l'arborescence de ce qu'on connaît actuellement et ce qui nous paraît un peu tout cuit au final et qui au final a des origines qu'on pourrait pas forcément tomber dessus de façon un peu lambda, tout ça. En fait, parfois on tombe sur des choses qui relèvent un peu du patrimoine commun, des choses, par exemple 1984, tout le monde connaît clairement. Mais pour moi, c'est pas forcément une œuvre qui me chamboule plus que ça au final, tu me diras. Enfin, c'est quelque chose que, oui, forcément, c'est fascinant par rapport à son aspect un peu prophétique, ouais. Mais pour autant, moi, ça me touche pas. Pas savoir pourquoi. D'accord. Et va chier. Écoutez, on est là pour juger ce qui touche pas les gens. Mic drop. Mais en fait, c'est ça qui est fascinant aussi dans tout ce qui est dans ces œuvres artistiques, c'est que de toute façon, toute œuvre qui est créée, de toute façon, résonnera dans le fort intérieur de quelqu'un. Pardon, j'ai un commentaire tellement stupide, mais qui me fait rire, du coup je vais le dire. Elle dit, attention, c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle peut pas utiliser des mots complexes. Ok. Et là, je trouve ça juste génial. Alors, en fait. Absolument parce qu'on c'est effroyable de dire ça. Je pense qu'il faut tellement relever ce commentaire. Parce que vraiment, je ne le suis qu'à moitié. Ne justifie pas ça. Et je trouve ça vraiment magnifique en fait. Non mais c'est beau. Voilà. Ça m'a fait rire en fait, ce qui est absolument pas drôle, mais moi ça m'a fait rire. Non mais j'ai de la culture, on dirait pas forcément comme ça au premier abord. Voilà. J'en ai un petit peu, je l'étale certes, mais j'en ai un petit peu. Pardon, je trouve ça horrible de dire ça. Oui, mais évidemment. Mais oui, c'est horrible. Mais parce qu'on rigole. Moi, je parce trouve qu'on c'est a vraiment un commentaire. Mais c'est horrible que les gens puissent penser que tu non, mais puis en plus, de se donner le bon rôle en disant attendez, moi je
considère pas que Non, ce que non, vous mais avez bon, voilà. pensé, mais pas En dit. fait, c'est un non-événement, il faut Voilà. passer sur ce genre de Oui. choses, mais bon, je me suis dit. Mais c'est vraiment de la maladresse Non, mais- pour le coup. Oui, mais c'est J'espère. fou. Enfin, bref, voilà. Pardon, excuse-moi. Mais bah écoutez, je me suis perdue. Non, pardon. Non, mais tu disais qu'en fait, mon œuvre qui m'a Tu débarqué, disais que moi, le te 184, pas du Non, tout. non, mais voilà, en c'est fait, ça. en fait, je pense que ça a des résonances différentes par rapport à d'autres personnes. En fait, chacun. Trop mignon. aura Il a une- dit que c'était une blague, pardon. il a dit que J'espère c'était une bien, blague. ou s'il te plaît. Pardon, oui, parce que pardon, bon, ok. Eh ben, il y merci. en a certaines, faut se retenir. Oui, exactement, je suis bien d'accord. Oui. Non, mais voilà, il y a certaines œuvres qui auront des résonances pour certains et puis d'autres pour d'autres. Mais en fait, c'est ça qui est assez magnifique avec tout ce qui relève du monde de l'art. En fait, c'est que ça t'ouvre des portes. Il y a des arborescences. Au final, tout est lié. Je pense pouvoir dire ça sans forcément trop me mouiller. Oh, bah, c'est comme tout. Oh bah oui, non mais voilà. mais voilà, c'est ça qui est assez fascinant en fait. De toute façon, c'est que même si on a une culture commune, on aura tous des affects différents par rapport à certaines choses et c'est ça qui est beau aussi en fait au final de se rendre compte que Et Il y a ce qui aussi est des intéressant œuvres- aussi, c'est pardon. de voir, parce que j'imagine là dans les gens qui nous écoutent et qui nous écrivent, qu'il y a quand même toutes les générations, tous les Bien genres, sûr aussi, tous ouais. les voilà. Mm. Et il y en a le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui se retrouvent. Par exemple, l'écume des jours est sorti Ah oui. énormément de fois. Ouais. Et quelqu'un c'est Manon qui Oui, m'en avait aussi. parlé aussi. L'écume des jours, effectivement, je pense que c'est un des premiers livres un peu Mm. hors norme qu'on te donne à lire quand Ouais. t'es un Ouais. peu Est-ce ado. qu'il y a eu Le Petit Prince? Il n'y a pas eu le Petit Prince. Ah ouais. Bah, je Ça le tombe mets. bien parce que je déteste. C'est vrai? Et juste, si oui, je peux je faire déteste, juste une mais petite, vous Ah avez non, pas ouais, aimé. ça m'a. une petite parenthèse, il y a aussi des œuvres qui marquent par Je voulais- le c'est- dégoût qu'elles Bravo, provoquent. bravo, c'est aussi. exactement ce que j'allais dire. Ce que Oh j'allais là dire. là, Maintenant, il- je voudrais ouvrir le sujet sur les œuvres négatives, donc les choses qui auraient pu vraiment vous poser problème, vous bloquer ou amener une vision que vous n'auriez pas voulu avoir et qui encore aujourd'hui peuvent être ou pas, ou vous avez dépassé, mais en tout cas qui ont pu créer une chose négative en vous. ou une Ah, moi j'ai un réaction exemple, créer une mais c'est chose très négative, rapide. ah, d'accord. C'est très rapide, c'est Modigliani. Ouais. Ah ouais. Je déteste, je trouve ça ignoble, mais j'aime Modigliani pour ça. C'est-à-dire Yes. que Ah oui, Oui, comme Ces Bacon. tableaux- Pour moi, c'est la même chose avec Bacon. ah, bah on en parlera. Ouais. J'adore. d'accord. Modigliani, vraiment ces tableaux me révulsent. Je fais vraiment, mais c'est dégueulasse. C'est pourquoi Mais ça Pourquoi provoque tu nous quelque imposes chose ça en toi. Mais ça me provoque une réaction tellement épidermique que je suis content en fait. Je me dis, Mhm. bah ce mec, c'est cool qu'il existe puisqu'il me provoque un sentiment négatif, mais quand même un sentiment, une émotion. quoi. Mais t'as C'est l'air cool. plus violent devant un Modigliani que devant René Lataupe. Et ça m'intéresse. Le poussin Piou aussi, hein, il m'évoque des trucs vraiment. Ouais, et quelqu'un d'autre a des œuvres vraiment négatives. Moi, je sais qu'il y a le photographe Araki. J'adore. Putain, mais tu détestes tout ce que j'aime. Mais, C'est fou. c'est pour ça qu'on s'entend si bien, Lucien. Mais oui, on se complète. Moi, c'est, Le yin, le yang. Non, mais parce que moi, j'ai pas parlé de mes œuvres positives, mais en tout cas, dans mes œuvres négatives, il y a vraiment des choses qui moi, mais pareil, de par l'éducation, le conditionnement, etc., vont me choquer, vont trop me bousculer, ou trop me déranger dans mon petit, entre guillemets, confort de culture et d'intellect. Après, je sais pas si je remercie, parce que moi, j'ai des images qui peuvent vraiment me rester longtemps. C'est pour De ça qu'il y a... Araki Ouais, par exemple, de Araki, ou de films, ou de... des choses qui peuvent me Araki, gêner pour les gens longtemps. qui connaissent pas, c'est beaucoup la jeunesse américaine, les adolescents américains Ouais, qui d'accord. font du skate, qui baisent beaucoup, qui prennent de la comme, drogue. Ouais, comme il y a- Kids, Bully. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Ok. C'est assez violent, quoi. C'est très Larry Clark, sexuel. Larry Ray Clark, Garrett, ouais, c'est c'est ça que je ce cherchais, genre ouais. de référence. J'ai Mimi dans le viseur, tu vois, qui sait à quel point à chaque fois qu'on parle de choses trop sexuelles, moi ça peut me choquer. Alors du coup, voilà, Ouais. vraiment Araki typiquement. Regarde Araki, Mimi, tu vas adorer. C'est Voilà. Moi, je me fais le défenseur d'Araki, c'est Mais- trop bien. hein. Mais après, J'adore. effectivement, il y a des œuvres qu'on adore détester ou Oui, le cri de Munch, par exemple, je pense que c'est un En truc. En fait, que- c'est C'est mon œuvre préférée. c'est ton œuvre préférée. Ah ouais. Et ça, c'est étonnant, Ouais. tu vois, parce que j'ai l'impression que ça crée beaucoup de malaise. Cette toujours œuvre. Ah, mais parce C'est que pas je l'ai des pas- oui, malaises, oui. Mais non, mais voilà. j'étais Je sais que gamine. j'ai- C'était vraiment, j'étais. En fait, c'est pas préféré. C'est juste que c'est celle qui m'a fait pour la première fois ressentir un truc et je suis allée acheter le livre avec Expressionnisme scandinave, etc. pour le retrouver, tout ça, alors que j'y connaissais rien, je savais pas où, comment. Il l'a fait après, j'ai vu Vampire de lui et c'est vrai que ça m'a apporté plein de trucs. J'ai commencé à m'intéresser aux vampires grâce à une œuvre de Munch, etc. Il a fait Monster aussi. Mais c'est- Pardon, c'est- Oh non, non, non. Putain. C'était nul. Mais- C'est Vampire qui m'a. Alors moi, Bah. je vais juste revenir un tout petit peu en arrière sur un truc positif, mais j'en avais un petit peu parlé dans le Qui sont ces gens, numéro 23, que j'ai fait avec Thomas Hercouet. Oh là là, Moi, un autopromo. truc qui a vraiment modifié un truc au-delà de ma passion pour l'art contemporain, ça a été une toile de Nicolas de Staël qui représente. Alors, ça ne représente, c'est complètement pas concret, hein, c'est totalement figuratif, mais c'est des joueurs de foot
Mais en fait, c'est des carrés de couleurs voilà, sur une toile. Et j'ai eu une émotion hyper violente. Enfin, j'étais toute seule à Beaubourg, j'avais 18 ans. Et j'ai eu une émotion hyper violente devant cette toile. J'ai vraiment explosé en larmes. Mais impossible d'expliquer pourquoi. Je suis rentrée chez moi, pareil, j'ai acheté le bouquin Nicolas de Staël, j'ai commencé à regarder, etc. Et en fait, ça m'a changé complètement un truc sur mon jeu d'actrice. Enfin, en tout cas, j'étais en plein dans mon apprentissage. Tu ne joues plus que des footballeurs maintenant. Voilà. Non, c'est de me dire en fait que peu importe ce que tu vois, c'est l'intention qui compte. Peu importe ce qu'on te représente, c'est la pensée qu'il y a derrière qui compte. De la même façon que quand on joue une scène, on peut dire j'aime le milkshake en pensant je vais me suicider et te dire dans 2 minutes je vais me foutre une balle et te dire ne dites pas j'aime le milkshake, je vous en supplie. Ne faites pas ça. Peu importe les mots et peu importe alors voilà, moi c'est ce que ça a vraiment changé chez moi profondément avec cette toile, c'est de me dire en fait on s'en fout de le truc immédiat qu'on a a peu d'importance. Exactement comme quand tu rencontres quelqu'un, je pense que le truc immédiat en fait a très peu d'importance. C'est vraiment ça dépend, hein. Non, mais un peu d'importance par rapport à ce que peut dégager la personne, quoi. Et là, l'image que tu vois en premier, l'intention qui s'en dégage est peut-être plus intéressante ou plus, en tout cas, raconte plus de choses que ce qu'on voit de façon immédiate. Moi, ça m'a marqué ça dans le théâtre. Dans le théâtre américain particulièrement, où ce qui est important, c'est pas tellement ce qui se dit, c'est ce qui ne se dit pas. Justement. Comme dans Tchekhov, par exemple. Voilà, aussi, exactement. où Shakespeare aussi. Les gens disent ouais, mais Shakespeare, Shakespeare c'est très dit, justement. tout se dit. Mais non, tout se. Écoutez, monsieur. Ça y est, pardon, mais dans Shakespeare, écoutez, je pense que tout le monde a un peu trop bu. Calmez-vous, pas de bagarre. C'est de la poésie, et ce qu'il y a en dessous, c'est beaucoup plus viscéral. Voilà, mais en l'occurrence, il y a beaucoup de sens dans ce qui est. Tchekhov, c'est des pièces ça peut durer 4 heures et ça parle très peu de choses. Il fait beau, etc. Mais en fait, c'est tout ce qu'on y met dedans. Je vous remercie, on pourra en parler pendant 1000 ans. Mais il y a 1000 personnes dans la salle, ça merci beaucoup. En tout cas, je suis super contente que ça ait intéressé des gens et que vous ayez répondu à mon appel. Écoutez, American Prayer, Jim Morrison. Et je suis ravie de faire cette transition. C'est le plus accessible. Déjà, je vous remercie parce que je vais rejoindre le premier sujet de la première heure, Mademoiselle, qui était la légitimité. Et moi, j'ai mis 6 nuits originales à trouver ma légitimité à proposer un sujet. Donc, je suis contente parce que voilà, je l'ai fait. Faites des bisous à OGG. Et d'autre part, et je pense que je suis la bonne transition pour le sujet d'après, il y a Marie qui voudrait parler de la légitimité des femmes et de la représentation des femmes sur YouTube, en tout cas sur Internet. Voilà, à quel point on est peu nombreuses, peu représentées, et pourquoi et comment c'est difficile peut-être d'être une femme sur Internet. Et donc, je passe la parole et le micro à Marie. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est tout pour moi. Bravo. Elle a droppé un c'est tout pour moi. Oui. Merci beaucoup. Vous envoyez encore beaucoup de titres de séquences, de films et de tout. Gros bisous à Aude. C'était vachement bien. Pourquoi t'as attendu si nuits originales pour venir? Je reviendrai, t'as intérêt. Merci beaucoup. Ça fait vraiment très plaisir de faire ça avec elle. Et puis, Pouic, cette heure m'a ému. C'est chouette. C'était vraiment beau. Nous, en fait, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. En fait, on est quasiment tous de l'autre côté à papoter. En regardant ce qui se passe, on regarde la télé. Donc voilà, c'était vraiment un beau moment. Et puis merci pour vos messages et merci pour tout. On va attaquer les histoires qui font peur. Alors évidemment, on va mettre le nom des gens qui sont venus. Je suis désolé, c'est moi qui devais m'en charger sur l'heure de Aude. Mais juste avant, on voulait vous parler d'un truc. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi spécifiquement. C'est un groupe de zouzes, de dames, de personnes, de femmes qui ont des projets sur les internets. Et c'est pour ça que du coup, vous avez plein de gens autour de la table. Je vais vous demander de vous rapprocher un peu vers la fenêtre, éventuellement pour que vous soyez dans le cadre, car vous êtes beaucoup. Boulet arrive dans 5 minutes. Mais juste avant Boulet, je voulais qu'on en parle et qu'on parle de ça. Et c'est Marie. Marie, explique-nous pourquoi vous êtes toutes là autour de la table ici, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Ok. Du coup, moi, j'ai un blog qui s'appelle dansmesinternets.fr et ça fait 1 an et demi, 2 ans que je m'intéresse au YouTube Game et notamment quelles sont les tendances, pourquoi certaines vidéos fonctionnent, pourquoi d'autres pas, c'est quoi le jeu des commentaires, du fan system, etc. Et malheureusement, on a un gros problème sur YouTube, et c'est Aude qui l'a dit, c'est la représentativité des femmes. Il y a plein de meufs qui font des vidéos,
qui sont des créatrices de contenu, qui font des contenus fous, hyper originaux, très très différents. Il n'y a pas que de la beauté et de la mode, il y a du très haut niveau, mais ces meufs sont très peu visibles. Du coup, partant de ce constat, nous, on a eu envie de lancer une démarche positive et on s'est mise à plusieurs. Pour le moment, on est que des femmes. Il y a Sophie, Lisa, Cyrielle, Mélanie, Léa, Marion, Margot, Mimi, Victoria, Clémence. Ça fait une semaine qu'on travaille sur ce projet, pour tout vous dire. Avec l'envie de lancer quelque chose de positif et qui va changer les choses un petit peu, donner plus de visibilité aux femmes qui font des contenus sur YouTube dans les conventions, dans les conférences aussi qui traitent de sujets, et surtout encourager plus de meufs à se lancer, à passer le fameux syndrome de l'imposteur dont on parlait pendant l'heure de Mademoiselle. Et surtout, on s'est dit que tout le monde était gagnant dans ce jeu, les femmes et les hommes, en fait tous les êtres humains globalement, parce que quand on est féministe, en fait, on est pour l'égalité femmes-hommes. C'est très extrême, très extrémiste comme concept, très très dur, je sais. Et donc nous, on conçoit plus le YouTube Game français comme un gâteau dont les parts sont infinies. La taille de ces parts est juste infinie. On n'est pas en concurrence. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle femme qui va rentrer sur YouTube qu'elle va piquer la part d'un autre YouTuber. C'est pas du tout l'idée. Au contraire, on est dans une logique d'enrichissement en fait. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont présentes à la Nuit Originale et qui pensent la même chose. Donc voilà, pour vous détailler un peu ce qu'on a envie de faire à partir de ces constats, je voulais laisser la parole à Sophie. Oui, moi je vais parler un petit peu de notre action du coup. Donc là, pour l'instant, on a commencé vraiment on en est au début et on a lancé une page Facebook sur laquelle on partage 2 fois par jour une vidéo d'une vidéaste qui fait un truc sur internet, donc que ce soit sur un sujet de type cinéma, littérature ou je sais pas, automoto, tout quoi, enfin DIY, enfin voilà. Et donc vraiment pour mettre en avant des youtubeuses, enfin des vidéastes de façon générale qui font du super job et qui font vraiment du contenu intéressant et voilà, mettre en lumière en fait le fait que les vidéastes femmes font des trucs super et voilà, et faire connaître des gens. Et en fait, l'idée, c'est de vous fournir des réponses à vous quand vous êtes en soirée et que quelqu'un vous dit non, mais de toute façon, les meufs sur YouTube, il n'y en a pas, quoi. Faut arrêter. Il y a Enjoy Phoenix et elle fait de la beauté et c'est bon. Alors déjà, faire de la beauté sur YouTube, c'est pas du tout un problème. Premier truc, c'est cool, surtout que ces productions sont de très bonne qualité. Il y a un moment, faut l'avouer. Et d'autre part, c'est vous donner des idées de chaînes pour élargir votre horizon. Et surtout, on a envie que vous contribuiez à cette démarche. Nous, pour le moment, on a fait un répertoire de 165 chaînes de meufs. C'est très peu, mais c'est en même temps beaucoup parce qu'il a fallu qu'on réunisse tous nos cerveaux pour réfléchir à toutes ces idées de chaînes. Mais l'idée, c'est maintenant d'en récolter encore plus pour pouvoir en partager encore plus, pour faire grandir la démarche et pourquoi pas lancer d'autres projets. D'autres initiatives. Ouais. Ouais. On a des brouillons pas mal écrits en fait. Et du coup, comment s'appelle cette page ? Non, on va pas dire le nom. Non, c'est un peu mainstream de dire comment aller voir le projet. Enfin, il y a Google. Devinez. Alors cette page s'appelle Les Internets DTES, comme si c'était une page féminin. Les Internets, elles font des vidéos. Et donc la page Facebook est déjà publiée. Likez-la, on rend. Abonnez-vous. On rend de ouf. Discutez avec nous, envoyez-nous des chaînes, envoyez-nous des messages. Nous, on est hyper ouvertes à ça. Alors, quand on tape les internets sur Facebook, il y a plusieurs résultats. Alors, on peut nous dire à quoi ressemble la photo de profil. C'est une photo rouge. C'est Sissi qui l'a faite. Elle est carrée, elle est rouge. Elle est rouge. Voilà. Voilà, c'est Cyrielle qui a fait l'identité graphique qui est magnifique et merci beaucoup. Oui. Encore une fois, on a fait tout ça en une semaine c'est assez dingue en fait ce qu'on arrive à faire en une semaine. Oui. Voilà, c'est cool. Dernière chose à ajouter, un mot de la fin ou c'est bon ? Likez, on rend. Allez, parfait. Allez. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et puis le nom est en gros en haut de votre écran, donc vous pouvez aller voir ça sans le moindre problème, je pense. Il est l'heure d'allumer la bougie licorne et d'éteindre la lumière et d'allumer celle qui est juste derrière. J'espère que ça va bien chez vous. J'espère que vous étiez au chaud, tranquillement.
J'espère que vous n'avez pas prévu de dormir tout de suite parce qu'il y a Boulet qui s'installe. Il est minuit et je pense que vous